Merci d'être fidèle au programme d'ITV. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans le 1945 à la une de l'actualité. 2 morts, c'est le bilan de l'explosion survenue ce mercredi à Saint-Louis, un réservoir d'essence enfoui dans un site qui, dans les années 60, était une station-service, a explosé sous les pieds de 2 enfants âgés de 10 ans, tous deux pensionnaires d'un Dara situé dans les alentours. Le préfet annonce des mesures fortes pour garantir la sécurité des riverains. Dans l'actualité également, à Ziguinchor, face à une campagne arachidière inquiétante, la Sonacos tente de trouver des alternatives. L'anacarde, option choisie par Modou Diagne Fada, qui annonce 10 à 13 milliards de francs CFA pour préparer la transition. Et enfin, d'édition comme tous les mercredis, vous aurez la rubrique découverte. Ce soir, notre correspondant à Louga nous fait découvrir le village de Maka à Biragay, village qui existe depuis 4 siècles. Voilà pour les titres, tout de suite le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Une catastrophe inattendue a surpris les populations de Saint-Louis. Le réservoir d'une ancienne station-service située au sud de la ville a explosé. Bilan, 2 morts. Les victimes sont des enfants pensionnaires dont Dara, situé dans les alentours. Les détails dans ce récit de notre correspondant à Saint-Louis, Momar Alisnia. C'est dans l'émoi et la consternation que se sont réveillées les populations du quartier sud ce matin avec une forte déflagration. S'en est suivi la mort de 2 enfants, 2 talibés qui étaient aux abords d'une ancienne station d'essence Total qui date des indépendances. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Personne ne saurait le dire pour l'instant, mais en tout cas, il faudra retenir que l'enquête diligentée par les forces de défense et de sécurité permettra peut-être de savoir dans quelles circonstances ces enfants ont été tués. Mais les témoignages recueillis sur place nous permettent de dire qu'ils ont été projetés, l'un à 30 mètres, l'autre à 90 mètres sur des toits des maisons. Les populations très remontées ont des exigences par rapport aux dangers permanents avec lesquels ils vivent. L'intonation était si forte qu'il les a propulsés l'un à 30 mètres, l'autre un peu plus loin, presque à 90 mètres. Ils sont tombés dans une des maisons où ils ont cassé des fibres de ciment et tombés dans la chambre. Là, au moment où je vous parle, la dame qui a reçu le corps de l'un des morts est complètement hors d'état. Elle est inconsolable. Là où nous sommes, c'est une ancienne station d'essence. Quand on était un peu plus jeune, on jouait sous des puits et on ne savait pas. Nous voulons vraiment que les autorités prennent les responsabilités. Ce n'est pas une affaire qu'il faut banaliser. Ce sont des dangers qui sont sous-sol, depuis l'hôtel Sud jusqu'au lycée Ahmed Fall. C'est des garages abandonnés par les Blancs. Il y a le garage La Forest, il y a le garage Chaperon. C'était des pompes d'essence. Et sous-sol, il y a des fuites qui sont enterrées. C'est comme des mines. C'est un danger perpétuel pour la population du Sud. Forces de défense et de sécurité, autorités administratives sont tous venus au chevet de ces populations désemparées, encore sous le choc. Retenez que les corps sans vie de ces 2 enfants talibés ont été acheminés par les éléments du groupement national des sapeurs-pompiers au niveau de la morgue de l'hôpital régional de Saint-Louis. Et puis justement, Omar Alesnian, l'autorité administrative qui a réagi, le préfet a annoncé des mesures fortes pour sécuriser la zone et les habitants. Je vous propose de l'écouter. Je voudrais d'abord exprimer toute ma désolation, toute ma compassion à l'endroit du marabout qui a perdu ses 2 talibés âgés à près de 10 ans. Donc, pour ce qui concerne les dispositions sécuritaires prises, je pense qu'une fois arrivé sur les lieux, j'ai trouvé Madame le commissaire du commissariat au niveau de l'île, mais également les éléments des sapeurs-pompiers qui étaient là, en tout cas qui ont fait un excellent travail en ce qui concerne la sécurisation du site, mais également des 2 maisons où on a pu trouver les 2 victimes, les corps sans vie. Donc, on a souligné cet état de fait. Il y a beaucoup de cuivres ou de réservoirs d'essence qui seraient enterrés au niveau de certains sites. Donc, c'est un travail de fouille, de recherche qu'on va procéder, en tout cas qu'on va faire pour déterminer les endroits qui sont concernés et prendre des mesures, en tout cas idoines par rapport à ça. Toutes les dispositions seront prises pour sécuriser les populations, mais également leurs biens.
Et bref, le procès des 9 responsables du PASTEF arrêtés le 3 février dernier à Diourbel a eu lieu ce mercredi. Ils sont condamnés à 6 mois de prison avec sursis. Ils devront également verser une amende de 100 000 francs chacun. Ils sont poursuivis pour participation à une manifestation non autorisée et distribution de flyers à l'intérieur et aux abords d'un établissement scolaire. L'intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales et l'Alliance And poursuivent leur grève. En Assemblée générale, ce mardi, ils ont décrété un mot d'ordre de grève de 96 heures. Ils comptent également organiser une marche nationale le 16 février prochain. Écoutons à ce propos Sidi Ndiaye. L'intersyndicale et la coalition doivent durcir encore la lutte parce que nous avons l'impression que l'État reste sourd. Malgré 6 mois de grève perlée sur l'ensemble du territoire national, l'État du Sénégal reste sourd, n'est-ce pas, à l'appel de l'intersyndicale pour régler les problèmes fondamentaux qui s'opposent aux travailleurs des collectivités locales. Donc cela veut dire que dans les jours et semaines à venir, c'est vrai que nous allons continuer le programme en allant demain à Guédiawaye et après-demain à Pikine et ensuite à Dakar le vendredi pour faire la synthèse et véritablement voir comment, sur les actions de terrain, parce que nous avons l'impression que nous allons obligés de sortir des bureaux pour aller sur le terrain maintenant, montrer aux populations que véritablement, puisque l'État ne bouge pas, nous allons réclamer nos droits parce qu'il s'agit de droits légaux consacrés par la loi. Ce que nous demandons est très simple. C'est l'application de la loi, n'est-ce pas, portant statut particulier des fonctionnaires des collectivités locales en son article 29 qui est clair. Toute hausse, n'est-ce pas, consacrée au niveau de l'État doit nous concerner et nous ne comprenons pas cette léthargie, ce retard incommensurable apporté au traitement des questions des travail des collectivités locales et c'est la raison pour laquelle donc, nous avons validé avec les camarades de Rufisque, n'est-ce pas, le plan d'action qui va en tout cas se projeter à l'avenir, c'est-à-dire le durcissement du mouvement. Ne vous étonnez pas demain de nous voir dans la rue, hein, comme le font les autres. Nous sommes capables de le faire. Allons à présent à Ziguinchor où la campagne de collecte de graines d'arachide n'a pas été une réussite. Seuls 16 tonnes de graines ont été collectées, ce qui est très loin des objectifs fixés au départ. La Sonacos compte même diversifier ses activités pour maintenir ses saisonniers. L'anacarde, le vinaigre, l'eau de javel et l'aliment de bétail sont des options selon Modiane Fada qui compte injecter plus de 10 milliards de francs CFA à la campagne de l'anacarde. Les détails avec nos correspondants à Ziguinchor, Hassan Ba et Daouda Sombou. Avec les difficultés rencontrées cette saison dans la collecte des graines d'arachide, la Sonacos compte mettre l'accent sur des activités palliatives pour maintenir quelques saisonniers, mais aussi renforcer sa trésorerie. Le directeur général Modou Diagne Fada soutient qu'on ne peut pas suffire de 16 000 tonnes pour faire vivre une entreprise aussi importante que la Sonacos. Nous mettons les bouchées doubles pour traverser l'année 2000. Pour traverser l'année du mois de janvier au 31 décembre parce que, faut le dire, la Sonacos a des comptes sains maintenant. Nous avons fait 3 ans d'exercice positif. Maintenant, la trésorerie, ça dépend de l'activité. Et s'il n'y a pas beaucoup d'activité, bien entendu, notre trésorerie peut souffrir. Et en tout cas, c'est pourquoi nous nous lançons dans des activités palliatives d'importation d'huile végétale, de commercialisation de l'anacarde, de diversification et d'augmentation des capacités de production de nos unités de vinaigre, d'eau de javel et d'aliments de bétail. Dans la zone sud, c'est l'anacarde qui offre des opportunités. Modou Diagne Fada compte prendre les devants en activant les services achats graines pour prendre des contacts avec ceux qui sont dans la filière au Sénégal et en Guinée-Bissau. Et nous allons voir avec la production régionale, la production que nous avons au niveau de la Casamance, comment entraîner une bonne partie en direction de l'usine, pouvoir continuer à avoir des ressources comme je l'ai dit tout à l'heure, mais on va aussi regarder comment collaborer avec la Guinée-Bissau, qui est un pays ami, un pays frère. Et tout cela sont des questions que nous allons adresser dès notre retour à Dakar. On sait que la campagne des noix de cajou commence au mois d'avril.
même si nous n'avons pas quand même une grande expérience là-dessus, il faut le dire, parce que nous connaissons surtout l'arachide. Mais comme je le répète souvent, dans le cadre de la filière oléagineuse, il y a l'arachide, mais il y a aussi le noix de cajou. Ziguinchor et Kolda ont déjà collecté 9000 tonnes de grains d'arachide. C'est plus de la moitié collectée sur le plan national, qui est de 16 000 tonnes. La Sonacos compte mettre 10 à 13 milliards de francs CFA dans la campagne d'anacarde, une campagne qui démarre au mois d'avril. Hassan Baye, pendant ce temps, les acteurs du secteur privé ont décidé de former un réseau, le réseau national des entrepreneurs du Sénégal. L'ambition première de ce réseau est de booster le secteur privé national. Le RNES ambitionne également d'accompagner plusieurs jeunes entrepreneurs. Le lancement a eu lieu hier en présence d'Ami Diouf et Mafalfala. Le réseau national des entrepreneurs du Sénégal est un creuset de réflexion, d'échange d'idées et de partage d'expériences. L'objectif est d'accompagner les jeunes entrepreneurs pour la promotion de l'entreprise sénégalaise. Nous nous sommes réunis pour que tous les acteurs de l'entrepreneuriat au niveau du Sénégal puissent avoir véritablement creusé, avoir des fenêtres où ils puissent non seulement exposer leurs différentes préoccupations, mais trouver aussi des solutions, non seulement pour le financement de leurs activités, mais aussi un accompagnement dans le cadre d'une formation adéquate. Un entrepreneur doit d'abord être bon manager. Un réseau qui compte près de 200 membres et chacun d'eux a une entreprise reconnue. Un réseau qui compte aller à la rencontre des entreprises du Sénégal pour s'enquérir de leurs difficultés. Nous voulons créer une synergie qui nous permette, en fin de compte, d'avoir une caution, parce que c'est important quand des entreprises réunissent, de créer des opportunités. Je pense que ce serait une première, de voir un réseau d'entrepreneurs fasse le tour du Sénégal, dans les régions, dans les communes les plus reculées, en vue non seulement de les sensibiliser. Donc, je pense que c'est dans cette ouverture-là qu'on a créé et qu'on a porté sur les fonds de RNES. Un cadre attractif qui permet aussi aux entrepreneurs d'avoir des partenaires, d'où la présence de plusieurs entreprises internationales. Nous avons quelque chose à donner. Ce qu'on demande, en fait, c'est que ces structures-là puissent non seulement reconnaître les entreprises sénégalaises, mais aussi s'ouvrir à eux dans le cadre d'un partenariat dynamique, mais aussi dans le cadre d'un partenariat équilibré, pour qu'ensemble, comme le président Senghor le disait, que pour ce rendez-vous du donner et du recevoir, nous puissions arriver avec notre équipe à nous. Le RNES, un cadre ouvert à toutes les composantes du secteur privé national, l'ambition première de RNES est de corriger les insuffisances dans ce secteur. Le secteur privé national, justement, que le ministère de l'Emploi souhaite mettre à contribution pour faciliter l'insertion professionnelle des jeunes. Et à cet effet, le Centre de formation professionnelle des métiers de la mécanique a décidé de mettre à niveau son programme de formation pour mieux répondre aux besoins des entreprises. Plus de détails avec Babacar Seck. Le ministère de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'insertion à travers le centre sectoriel de formation au métier de la mécanique et des engins motorisés de Diamniadio a initié un partenariat avec le secteur privé pour faciliter l'insertion des jeunes diplômés. Donc c'est un excellent modèle de partenariat public-privé. Aujourd'hui, nous nous sommes rendus compte que les établissements publics dans le domaine de la formation ne peuvent pas œuvrer sans les professionnels du privé. Ce partenariat est pertinent et il faudrait que ce soit un partenariat durable, fécond, mais dynamique, parce qu'on a besoin du secteur privé dans la formation publique. Et aujourd'hui, les résultats sont très probants. Les jeunes qui sortent sont employables et sont opérationnels. Et grâce à l'implication des entreprises, grâce à l'implication des professionnels d'une manière générale. Avec l'évolution rapide des technologies dans le domaine de la mécanique, une formation adaptée est un impératif. C'est qu'à une époque, on finissait mécanicien parce qu'on ne pouvait pas faire autre chose. Aujourd'hui, il en est tout à fait autrement parce que je pense que
les machines sont devenues complexes, il y a beaucoup d'informatique et d'électronique embarquée. Et un technicien maintenance aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a une bonne tête, qui sait réfléchir avant d'agir et qui sait utiliser les outils informatiques et les outils de diagnostic. Et à ce titre-là, je pense que c'est une profession qui mérite l'attention des jeunes et qui permet surtout de se faire plaisir et de progresser et d'évoluer dans le cadre, disons, de l'ascenseur social dans l'entreprise. À terme, ce partenariat va permettre l'insertion de la plupart des apprenants dans le monde professionnel. Allons à présent à Thiès, où l'Agence de développement et d'encadrement des petites et moyennes entreprises forme et accompagne des centaines de jeunes. Il s'agit, selon le directeur général de l'ADPME, de participer à la politique de formation et d'accompagnement des jeunes dans l'entrepreneuriat. La restitution des travaux a été faite en prélude au Conseil des ministres décentralisé qui a lieu en ce moment à Thiès. Idrissa Djabira nous explique tout au micro de nos correspondants permanents Isidore Alexandre Sen et Samba Faye. Une série de restitutions des travaux dans les 6 régions qui ont été impliquées et les 600 personnes qui ont pu être formées. À Thiès, c'est près de 140 entrepreneurs qui ont été formés sur Thiès, Tivaouane, pour dans la stratégie SMI Business Loop. Le bilan, c'est surtout que avant tout, avant le financement, avant quoi que ce soit, c'est le coaching, l'accompagnement qui permet d'obtenir des résultats. Et les résultats sont probants, ils parlent d'eux-mêmes. Les entreprises augmentent presque de 50% leur chiffre d'affaires, de plus de 200% leurs résultats nets. Et créer de la richesse et créer des emplois. 60 sur les 600 entreprises qui ont participé au SMI, 160 entrepreneurs qui sont de Thiès, 60% de femmes, 50% d'amélioration de leur chiffre d'affaires, 200% d'amélioration des résultats nets, ce qui à la fin de la journée va dans la poche des entreprises. La création de l'emploi, la création de la richesse, la première solution, c'est les entreprises existantes doivent être accompagnées, renforcées pour être plus compétitives. La formation a démontré que non seulement ce postulat est une réalité, mais que la démonstration est effective. L'objectif, c'est de poursuivre, d'élargir. Et puis hier, mardi, le ministre du Développement communautaire, de la solidarité nationale et de l'équité sociale et territoriale était à Rufisque pour le lancement des travaux de voirie dans la commune de Tibabonpol-Niag. 2,3 km de routes seront construites dans le cadre du programme de modernisation des villes. Samba Ndjobenka nous explique tout au micro de Babacar Seck. On a fait un tour intéressant qui nous a mené déjà au niveau de Tivaouane-Peulh où nous avons lancé les travaux, où on va réaliser plus de 2,3 km pour un montant de 1,350 milliard. Après l'étape de Tivaouane-Peulh, nous sommes allés au niveau de Biscuiterie. Là également, on a retrouvé des jeunes très ambitieux, des jeunes très motivés, mais prêts aussi à travailler pour leur pays. Dans le cadre du programme Kayundaoui que le président de la République a bien voulu lancer et aussi mettre en exergue nos jeunes, plus de 65 000 jeunes au Sénégal. Au niveau de Rufisque, de façon spécifique, il faut le rappeler pour s'en réjouir. Le président de la République a lancé le programme Promoville au niveau de Rufisque en 2016. Ça montre encore une fois la posture emblématique de cette ville. Au-delà de ça, dans le cadre des réalisations, au moment où je vous parle, plus de 9 km ont été réalisés au niveau de Rufisque, livrés et même ouverts à la circulation. Donc ça, c'est des actions fondamentales qu'il faudrait s'en féliciter. Et maintenant, ce qui reste, c'est surtout la finalisation des travaux au niveau de l'avenue Maurice Gueye et le canal. Et là aussi, par l'entremise, en relation avec l'entrepreneur, l'entrepreneur nous a rassuré que ces travaux pourront être livrés d'ici l'hivernage. Parce que l'enjeu, c'est surtout de pouvoir livrer l'ensemble de ces chantiers d'ici l'hivernage. Et on est très optimiste. On espère aussi pouvoir, encore une fois de plus, bénéficier du soutien des populations.
Et dans le cadre du projet d'assistance et de protection des migrants les plus vulnérables en Afrique de l'Ouest, la Croix-Rouge sénégalaise et la Croix-Rouge espagnole ont organisé un atelier de partage d'informations à Saly. 50 000 migrants ont été assistés par la Croix-Rouge sénégalaise et espagnole par ce projet qui prend en compte le Sénégal, le Mali, la Gambie, le Burkina Faso et le Niger. Nathalie Latrey, coordonnatrice du projet, nous explique tout au micro de Muntaga Khan. Ceci dit, nous avons pu apporter assistance à 50 000 migrants, mais incluant aussi des personnes très vulnérables des communautés hautes où se trouvaient ces migrants. De même, au niveau de l'information, donc ça c'est l'une des recommandations aussi qu'on a vues aujourd'hui à la fin de ces 2 jours d'atelier. L'une des activités principales des volontaires des 5 Croix-Rouges dans lesquels des pays qui sont concernés, on travaille beaucoup à sensibiliser, informer les gens, donc les migrants, mais aussi les communautés sur les risques d'une migration qui n'est pas organisée, qui n'est pas préparée, et comment, dans la mesure du possible, on peut atténuer ces risques. Donc, comme l'a bien dit la présidente de la Croix-Rouge sénégalaise, la Croix-Rouge n'est pas là pour dissuader ou encourager les gens à migrer, c'est leur décision. Par contre, si quelqu'un se retrouve dans une situation vulnérable, dans cette situation, la Croix-Rouge est là pour les soutenir, pour les appuyer dans la mesure du possible. S'ils ont besoin de services, par exemple, de services de soins de santé, de soins psychosociaux, les volontaires sont formés, le personnel de la Croix-Rouge est formé pour répondre à leurs besoins. Et dans l'actualité internationale, les séismes qui ont frappé lundi la Turquie et la Syrie ont fait plus de 11 700 morts. Selon les derniers bilans officiels diffusés ce mercredi, le nombre de victimes pourrait toutefois continuer à augmenter selon les secouristes qui sont débordés. Le réseau social Twitter est désormais inaccessible en Turquie et en Syrie, déjà dévasté par plus de 11 ans de guerre. Le bilan officiel a grimpé à plus de 2662 victimes selon le gouvernement syrien. Un service de secours opérant dans le nord-ouest tenu par les rebelles. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré l'état d'urgence dans 10 provinces, mais les habitants de plusieurs villes turques sinistrées crient leur colère et leur désespoir face à la lenteur et à l'insuffisance des secours. La rubrique découverte de ce mercredi nous mène au village de Maka Biragay, situé dans la commune de Nguidil, département de Louga. Le village a été fondé il y a 4 siècles. Une grande partie de la population est émigrée. La route nationale numéro 2 qui traverse ce village est très accidentogène. Les populations réclament des ralentisseurs sur cette dernière. C'est Koudjalo. Fondé depuis plus de 400 ans, Maka Biragay se situe dans la commune de Nguidil, département de Louga, un village très religieux. Un village historique qui a été fondé par notre arrière-grand-parent, notre aïeul Algaf Bouyesayer, qui est le grand-père de Serigne Maka Bira Makhali, que beaucoup de Sénégalais connaissent de par son nom. Le nom du village Maka Biragay, c'est un nom qui est collé à la famille de Ahmadou Bouye Fatma Diouf, qui est notre arrière-grand-parent. Parce que c'est Ahmadou, même Ahmadou Bouye Fatma, après avoir appris le Coran auprès de son père, tous les villages qui ont été fondés par Ahmadou Bouye Fatma, notre aïeul, et par ses descendants, ont toujours porté le nom de Maka. Un village avec 0 infrastructure socio-économique de base et pourtant les populations dépassent les 6000 âmes. Maka Biragay, c'est un village qui polarise 3 sous-villages. Il y a Maka 1, Maka 2 et Maka Bouben. Donc la taille de sa population avoisine au minimum 6000 à 7000 habitants. Mais lorsqu'on parle d'infrastructures socio-économiques de base, nous n'avons qu'une seule école élémentaire. Et l'école de Maka Biragay est une école complète qui compte 6 salles de classe. Donc, presque il y a plus de 800 élèves. Et à chaque année, nous enregistrons au minimum une 60aine d'élèves qui ont eu leur entrée en 6e, obligés d'aller à Louga ou bien dans les autres villages
pour continuer leurs études dans le moyen secondaire. Les populations demandent à l'État de les venir en aide car les conditions de vie de ces dernières sont difficiles à supporter. Ce que nous demandons aux autorités de ce pays, c'est au moins d'ériger un collège et un lycée dans le village pour au moins prendre en charge cette demande sociale-là. Pour ce qui est aussi de la santé, il n'y a aucune structure, nous n'avons même pas une case de santé. Et quand, par exemple, on dit que ce village-là, au moins, a une population qui avoisine presque plus de 8000, ce village mérite au moins un poste de santé ou bien un centre de santé. Donc, ce poste de santé, ce centre de santé aussi, c'est une demande sociale. Donc, nous n'avons aucune autre infrastructure, sinon cette seule école primaire que nous avons actuellement à Makabirage. Des ralentisseurs pour réduire les risques d'accidents dans ces villages font partie des doléances des populations. Oui, parce que Makabirage, c'est un village qui est traversé par la route nationale numéro 2, sur une longueur ou bien sur une distance de 2 km. À partir de Louga et jusqu'à Gunsar, vous ne trouverez jamais un ralentisseur qui est installé là-bas. Et que les véhicules, bien les conducteurs, ne respectent jamais le code de la route qui les impose de rouler au moins 50 km à l'heure. Et nous enregistrons chaque année d'énormes accidents, beaucoup d'accidents sur ces routes-là. Aucun opérateur téléphonique n'offre un réseau de qualité dans ces villages pour permettre une bonne communication aux populations. Les femmes demandent aussi des sessions de formation en transformation des produits agricoles pour s'activer dans des activités génératrices de revenus. Sékou Diallo, merci. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. L'information continue sur notre site internet le www.emedia.sn. Bonne suite des programmes.